Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, un discours peut-il changer le cours de l'histoire? On en parle avec les invités du Grand Oral, Aurélie Luneau et Jean Bulot. L'anti-sèche d'Amal Laoui, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes ou dans l'organisation du système scolaire. Actualité, c'est les vacances de printemps et notre sujet du jour, ce sera le temps de travail des enseignants. L'heure de la récré, toujours avec Amal, on va partir à la rencontre des munas zébrées et des raies sud-américaines, deux espèces de poissons qui ont la bosse des maths. Et puis enfin notre rendez-vous avec Marie-Olivier pour le cours particulier. Vous saurez à ce moment-là tout sur les grands discours puisqu'on en aura parlé dans le Grand Oral. Restera à passer à l'acte. Elle vous dira comment polir votre art oratoire. La quotidienne de School TV, c'est parti. Grand Oral. I have a dream, je fais un rêve. Il n'y a pas de planète B, notre maison brûle. Et c'est un vieux pays, la France, et un vieux continent, l'Europe. Voilà quelques citations extraites de ces discours qui font l'histoire et que raconte en version album jeunesse La force des discours d'Aurélie Luneau et Jean Bulot. C'est chez Gallimard Jeunesse. Les illustrations sont de Vincent Bergier. Formidable ouvrage tant sur le fond que sur la forme. Il y a 4 thèmes, 20 discours. Et pour la première fois, il fallait bien ça pour honorer le sujet. 2 invités pour notre grand oral, Aurélie Luneau et Jean Bulot, les co-auteurs. Aurélie, bonjour. Bonjour. Jean, vous êtes avec nous par Skype? Oui, bonjour. Enchanté. Première question, il y a donc une vingtaine de discours, mais donc pas mal de discours contemporains. Notre maison brûle, c'est Jacques Chirac, c'est encore le XXe siècle, mais bon, il n'y a pas de planète B, c'est Greta Thunberg, il y en a d'autres. Comment vous les avez choisis, ces discours, d'abord? Eh bien, tout d'abord, un grand discours, ce sont des mots, ce sont des messages, des orateurs, certes, mais pas forcément des orateurs qui sont habitués à prendre la parole. Donc, des hommes, des femmes, des enfants. Et pour nous, un grand discours, c'est un discours qui marque un temps, il y a un avant et un après. Et c'est vrai qu'on a tendance, en général, quand on parle de grands discours, à porter notre regard sur le XXe siècle. Eh bien non, le XXIe siècle, déjà, est riche de grands discours. Et pour nous, c'était important aussi de basculer sur ce monde d'aujourd'hui qui vit des grands défis et avec des enjeux et ces orateurs qui portent justement ces défis pour la société de demain. Vous citiez les enfants, il y a notamment Greta Thunberg, il y a Malala Yousafzai qui a eu le prix Nobel de la paix. Tout à fait. Jean, la force d'un discours, elle ne se mesure pas forcément dans l'instant. On sait que l'appel du 18 juin a été très peu entendu, mais j'apprends aussi, je ne m'en rendais pas tellement compte, que le I Have a Dream de Luther King, il faut un petit temps quand même pour qu'on en mesure la force. Exactement. Comme l'a dit Aurélie, le choix des discours n'était pas lié seulement au présent, à son impact lors de l'événement, mais c'est aussi l'histoire et la mémoire. Comment ces discours ont une place dans une mémoire collective, nationale ou internationale. Et donc le média fait beaucoup aussi sur la force du discours. Un discours, pour qu'il ait de la force, il faut qu'il change le présent ou qu'il imagine un futur, mais aussi il faut qu'il soit entendu. Il faut que ces mots résonnent quelque part. Et donc, I Have a Dream, vous avez tout à fait raison, a été entendu à Washington ce jour-là, en 1963, mais aussi à travers tous les États-Unis, grâce à la télévision, mais aussi en France. Ça a été diffusé à ce moment-là en France. Et aujourd'hui, c'est un discours qui a une place importante parmi la population mondiale, grâce aux réseaux sociaux et à Internet. Et c'est aussi comme ça qu'on a construit ce livre. On revient au temps présent de l'événement, du discours. C'est la première partie. C'est la partie aussi où, grâce à Vincent, on revient sur le discours, le jour J. Alors Vincent, c'est Vincent Bergier, c'est l'illustrateur. Vincent Bergier est l'illustrateur, je le signale, il y a une bande dessinée à chaque fois qui raconte le discours. Continuez. Et on a une partie aussi, en fait, voilà, il y a différentes grilles, donc comment dire, niveau de lecture autour de ces discours, et on fait, comment dire, des encadrés. Et il y a un encadré hyper important pour nous, c'est le « et maintenant ». C'est en quoi ces discours ont encore une place dans notre présent à nous, qui sont ces héritiers. Et c'est vrai que I Have a Dream, le discours de Martin Luther King, a encore une résonance aux États-Unis et est porté par toute une nouvelle génération. Ce et maintenant, pardon, mais alors le livre, on a vu quelques exemples, est formidable, effectivement, il y a plein d'encadrés, des mises en perspective, la bande dessinée de Vincent Bergier qui raconte le discours. Mais alors, s'il y a bien une rubrique, donc là, on rêve, c'est formidable, il y a de l'éloquence, il y a du rêve. Le et maintenant, souvent, c'est super déprimant.
Alors, si je puis me permettre. Oui, c'est vrai, ça peut l'être. C'est-à-dire que pour nous, ces grands discours, comme je vous disais, il y a un avant et un après, mais justement, ils portent le message. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que... Mais le et maintenant de Malala sur les talibans, ils sont revenus en Afghanistan. Le et maintenant de l'Irak, c'est de Villepin, de la guerre a eu lieu, et puis c'est pas les faire tous, il y en a 20. Voilà, mais c'est rare que les nouvelles soient bonnes quand même. Mais c'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment de donner à comprendre que, ces discours ne sont pas juste un temps d'arrêt dans l'histoire, mais au contraire, ils naviguent et ils traversent les générations même. Et donc, ils traversent les générations porteurs d'autres messages et d'autres valeurs. Et donc, ça porte des valeurs. Et ça porte des valeurs et ça porte des messages. Et ça peut-être justement donner aux jeunes citoyens d'aujourd'hui une autre perspective et se dire, ceux qui ont dit non à un moment dans l'histoire, eh bien, c'est peut-être nous, les futurs acteurs de cette résistance civile face à un monde dans lequel il faut relever des défis. Peut-être qu'on aura les clés pour dire non aura les mots. À notre tour. C'est ça. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite du Grand Oral. C'est l'heure de l'anti-sèche d'Amal Laoui. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuel. Dans cette semaine de vacances, on s'est dit que l'actualité, c'était les vacances et qu'on allait parler d'un tas de sujets relatifs aux vacances. Et on s'intéresse aujourd'hui au temps de travail des enseignants, sujet qui nourrit énormément de fantasmes. Oui, et quelques propos désagréables au déjeuner du dimanche en famille. Il y a beaucoup de fantasmes autour du temps de travail des enseignants. On va donc tenter de mettre fin aux idées reçues. Alors il faut savoir déjà que le temps de travail varie. Les professeurs certifiés, donc ceux qui ont obtenu le CAPES, certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, déclarent 43 heures de travail hebdomadaire. Les professeurs agrégés, donc ceux qui sont titulaires d'une agrégation, donc comme le CAPES, l'agrégation c'est un concours d'enseignement national, voilà. Après validation d'un stage, elle permet donc d'exercer dans un établissement d'enseignement secondaire supérieur ou de formation dans les secteurs publics ou privés sous contrat. En tout cas, il faut savoir que ce concours est très très sélectif et très exigeant. Alors ces professeurs agrégés, eux, déclarent un peu moins d'heures, 39 heures par semaine, tout comme les professeurs de lycée professionnel. Et pour les professeurs d'éducation physique, eh bien, eux, ils déclarent 37h30 par semaine. Ce sont des chiffres qui viennent d'une enquête de l'Éducation nationale. Et ce sont des déclarations, on va voir pourquoi, parce que le temps de travail, on le calcule de manière très particulière pour l'enseignement. Néanmoins, ces déclarations, elles varient aussi en fonction de l'expérience. Oui. À 25 ans et à Exactement, les déclarations 50, on ne travaille pas autant. De temps de travail varient presque du simple au double. Les plus jeunes enseignants déclarent travailler plus de 45 heures par semaine, ce qui paraît logique puisque l'investissement est plus important au début de carrière, on a moins d'expérience, on passe plus de temps à préparer ses cours. Entre 30 et 40 ans, eh bien, le temps de travail des enseignants diminue un petit peu. Il faut savoir aussi que le temps de travail déclaré est un peu plus important pour les professeurs de lycée qui exercent dans des classes où à la fin de l'année on passe des examens. Donc il y a les heures évidemment de cours, le temps passé en classe, puis il y a le temps passé en dehors des cours, ce qu'on appelle le travail invisible. Oui, c'est ça. On parle d'un temps de travail invisible et contrairement aux autres salariés, eh bien, le temps de travail des enseignants n'est pas défini sur la base d'une durée hebdomadaire, mais sur la base d'obligations réglementaires de service, ORS, fondées essentiellement sur des activités d'enseignement. Alors en classe, les professeurs certifiés sont présents 18 heures par semaine, contre 15 heures pour les professeurs agrégés et 20 heures pour les professeurs de PS. Une heure d'enseignement, en fait, correspond en moyenne à une heure de travail en dehors de la présence des élèves. Et cette répartition, eh bien, elle varie selon les corps. Les professeurs de lycée professionnel et les professeurs de professeurs d'éducation physique et sportive passent, eux, davantage de temps devant leurs élèves. Donc, ils travaillent un petit peu moins pour préparer leurs cours chez eux. Donc, voilà. Et si on essaye de rendre un tout petit peu visible ce temps invisible, il y a quoi à l'intérieur? Ça varie selon les matières et selon les enseignants. Exactement. Les professeurs du second degré public à temps complet déclarent consacrer en moyenne 20 heures à leur enseignement devant les élèves. Ils passent près de 16 heures aux activités pédagogiques. Donc les activités pédagogiques, c'est la préparation des cours et la correction des copies. Ils dédient environ 2h43 aux activités avec la communauté éducative, donc travail en équipe avec d'autres enseignants, relations avec les parents d'élèves. Et en moyenne, 2h40 de leur temps de travail est consacré, lui, au conseil de classe et au jury d'examen. On parle bien en temps de travail hebdomadaire. Pour les profs des écoles, c'est très différent parce qu'ils passent pour le coup un certain nombre d'heures devant les élèves. Exactement. Leur cas est un peu à part. Leur charge de travail correspond à 24 heures de cours plus 3 heures d'activités diverses comme les aides personnalisées ou le travail en équipe. Dernière question. Travaillent-ils pendant les vacances? Oui, ils travaillent pendant les vacances scolaires. Les enseignants déclarent travailler en moyenne plus de 18 jours pendant leur congé, à raison d'un jour et demi pendant chaque période de vacances et de 8 jours pendant les grandes vacances. Encore une fois, eh bien, le nombre de jours passés à travailler pendant
les congés diminuent avec l'âge des enseignants. Plus de 25 jours pour les plus jeunes et autour de 21 jours pour les 30-34 ans et moins de 20 jours pour les autres. Merci beaucoup Amal et bonnes vacances les enseignants studieuses, si on l'a bien compris. Suite du Grand Oral avec Aurélie Luneau et Jean Bulot. Liberté et égalité, guerre ou paix, combat de femmes, sauver la planète, ce sont les 4 grandes thématiques retenues par Aurélie Luneau et Jean Bulot dans La Force des discours. C'est chez Gallimard Jeunesse, très bel ouvrage illustré par Vincent Bergier et livre qui prolonge une superbe série, web-série documentaire sur Arte. On regarde un extrait. We want freedom! 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 Would you like to go to school with colored children? Est-ce que tu voudrais aller à l'école avec des petits noirs? No. Ask you to assemble in your respective groups and begin the march for freedom now. I am happy to join with you today. Ce discours est un tournant rétrospectivement. Il a été mis en exergue comme pour, d'une certaine façon, réécrire la légende de l'Amérique. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Le langage du rêve est beaucoup plus acceptable que le discours de la révolution, de la révolte. We will be free one day. Pour la première fois, Martin Luther King n'est plus apparu comme le prédicateur de l'Amérique, mais comme l'ambassadeur bienveillant entre l'Amérique blanche et l'Amérique noire. Extrait de cette super série documentaire Les Grands Discours. C'est pas La Force des discours, c'est Les Grands Discours. Elle est diffusée sur arte.fr depuis juillet 2017. Elle est accessible. Aurélie Jean, vous l'avez faite aussi en pensant aux enseignants et de la même façon que La Force des discours. En quoi ça peut m'aider si je suis prof d'histoire ou d'autres matières, d'ailleurs de français aussi? Ça peut m'aider sur l'art oratoire ou, Tout à fait. En fait, ce qui nous rassemble aussi avec Jean Bulot, c'est vraiment de considérer que l'histoire, ce n'est pas juste un temps fini que l'on enseigne et puis on passe à autre chose. Il y a l'avant et l'après, mais aussi l'histoire, ça nous permet de mieux considérer aujourd'hui et se projeter dans demain. Donc ce sont des leçons aussi et ils traversent les décennies, les générations. Et quand on a considéré justement la possibilité de faire des web documentaires, pour nous c'était pour toucher effectivement un plus jeune public et on a eu énormément de retours d'enseignants qui nous ont dit mais pour nous c'est un support formidable dans les classes parce que la forme est assez courte, c'est 10-12 minutes donc on peut le diffuser, on peut faire réfléchir. Et même dans la forme de ces web documentaires, on avait essayé d'impulser une nouvelle écriture aussi. Web et les nouveaux médias se prêtent à ça. Et ce qui nous a aussi guidés dans La Force des discours, dans ce livre, c'est dans notre sélection de discours, on s'est aussi dit, mais le 21e siècle, c'est leur siècle, bien évidemment. Il faut que ça leur parle. Il faut que ça leur parle. Et pour eux, les grands discours historiques tels qu'ils étaient, bon, il y avait ou à peine la radio, sinon la télé, mais enfin, la planète médiatique était vraiment minimale. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et on a vraiment fait en sorte de se mettre au niveau de cette jeune génération avec leurs outils de communication et d'aller chercher des grands discours qui aujourd'hui sont complètement véhiculés par ces nouveaux médias. Jean ? Oui, je vais rebondir par rapport à ce qu'a dit Aurélie. C'est exactement ça. Sur les deux projets, on avait vraiment une ambition aussi de viser un public un peu plus jeune. Mais c'est vrai qu'avec La Force des discours, avec le livre, on a eu aussi une réflexion différente. Vous avez posé tout à l'heure la question du choix des discours. Et malheureusement, on est aussi rattrapé par l'histoire. Le discours de Malala, on l'avait prévu. Mais il était écrit avant le mois d'août dernier, avec la chute de nouveau de Kaboul et l'arrivée des talibans à Kaboul. Et à chaque fois, on a voulu aussi, penser par rapport au présent. Et pour les
les adolescents. Vraiment, le livre est conçu comme ça, comme un outil où on met des rubriques pour qu'ils aillent un peu plus loin, pour avoir des mots-clés, aller chercher sur Internet aussi des informations supplémentaires. La série, mais aussi d'autres séries, d'autres films, d'autres livres sont aussi accessibles à la fin du livre grâce aux QR codes qui sont la nouvelle façon aussi d'aller chercher l'information. Et voilà, comme ça, on peut avoir, je suis sur les QR codes, tous les discours en entier. On prolonge notre discussion, Jean, Aurélie, dans quelques minutes. Nous, on prend toujours une petite pause récré dans la quotidienne, on est comme ça. Hein. Allez, la récré. La récré, c'est la respiration dans les discours, dans le discours de cette quotidienne. Et c'est avec Amal, une récré, où l'on va parler calcul et poissons. Poissons, oui, les poissons... Poissons, hein. Oui, c'est ça. Les poissons ne donnent pas encore de discours, mais en tout cas, ils sont capables de calculer, selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports le 31 mars dernier, reprise par Le Monde. Alors, pas n'importe lesquels, les deux espèces de poissons qui sont capables de faire des additions et des soustractions. Ces espèces sont les mnouba zébrés et des raies d'Amérique du Sud. Alors en fait, elles peuvent réaliser des additions et des soustractions. Alors c'est une étude très sérieuse qui a été menée par des chercheurs allemands de l'université de Bonn. C'est pas une blague. Mais j'espère bien. Comment s'y sont-ils pris pour Alors, établir ces compétences? Grâce à un code couleur, ils ont pu déterminer que ces poissons savaient faire des mathématiques. Donc, dans ce dispositif à base de couleurs, eh bien, le bleu était associé à l'addition et le jaune à la soustraction. Alors, par exemple, dans un des exercices, quand on leur montrait des cartes avec figures géométriques bleues, il fallait ajouter 1. Et quand les dessins étaient jaunes, il fallait enlever 1. Et il y a eu entre 80 et 94% de réussite selon les exercices. De le hasard. C'est pas vraiment le hasard parce qu'en fait, avec le hasard, il y aurait eu environ 50% de bonnes réponses. C'est ça, mais avec un taux de Quand je joue au Scrabble, c'est 90 contre moi. Hein. J'ai jamais les bonnes lettres. Enfin bon, donc c'est pas vrai votre truc. En tout cas, avec un taux de réussite aussi élevé, eh bien, les chercheurs en ont conclu que ces poissons savaient calculer. Les chercheurs ont constaté que les deux espèces de poissons, d'ailleurs, sont meilleures en addition qu'en soustraction, comme les êtres humains. Oui, surtout les poissons d'ailleurs. En termes de signal astrologique, ça leur sert à quoi? Eh bien, les chercheurs pensent que le fait de savoir calculer leur sert à survivre. Ça peut les aider à se déplacer en groupe, à mesurer la quantité de nourriture ou encore à repérer les prédateurs en comptant les taches ou les rayures sur leur corps. En tout cas, les poissons, il faut savoir, ne sont pas les seuls à savoir compter. Il y a 3 ans, une équipe franco-australienne avait aussi prouvé avec un procédé identique que les abeilles pouvaient additionner et soustraire des petits nombres. Extraordinaire. Voilà. Un petit niveau de grande section maternelle. Ok. À peu près. Bah ça va monter le niveau. Un peu comme nous. Moi, je suis plutôt moyenne section sur cette... Non, calcul mental, ça allait remarquer. C'est après que ça se gâte, c'est quand on parle du barycentre et d'autres plaisanteries de ce genre. Merci beaucoup, Amal, pour cette récré. On retrouve le grand oral avec Aurélie Luneau et Jean Bulot. Il y a Jean Jaurès, mais il y a aussi Jacinda Ardern, il y a Martin Luther King, mais aussi Greta Thunberg, Emmeline Pankhurst, Liu Xiaobo, Malala Yousafzai, on l'a déjà cité. La force des discours, c'est cet ouvrage qui décode et qui fait revivre 20 grands discours. C'est chez Gallimard Jeunesse. Livre absolument formidable. Quelle est la place, vous le signaliez tout à l'heure, vous vous êtes appuyé sur le webdoc sur les nouveaux vocabulaires des jeunes. Oui. Quelle est la place du grand discours aujourd'hui, où maintenant ce qui est viral, ça va être un tweet ou une photo sur Instagram, où sur un certain nombre de plateaux, on passe plus de temps à s'invectiver qu'à s'écouter. Pour un grand discours, il faut quand même un tout petit espace pour la parole. Il reste de la place? Alors, il reste de la place pour des grands discours, oui. Mais encore faut-il qu'il y ait des grands discours. C'est ce que des grands discoureurs et des grandes discoureuses, c'est ça? C'est ça, c'est ce que vous dites. Bon, là, on est dans cette période en plus électorale, donc on est plus dans la catégorie des discours où on s'invective. Et donc, pour nous, ce ne sont pas forcément ces discours qui sont porteurs d'un élan ou d'un espoir. Il y a de la place pour ces grands discours. Ce qui est intéressant, c'est que ça devient viral, donc ça va vite. Et donc, qu'est-ce qui est un grand discours dans la masse ? Il nous a semblé que certains de ces discours l'étaient plus que d'autres. On s'était posé la question avec Jean Bulot, est-ce qu'un discours qui serait uniquement utilisé sur les réseaux sociaux serait un discours? Là, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la perle. Parce qu'il manque quoi? La dimension d'art oratoire aussi? Parce que ça repose sur des gens, d'ailleurs, ça repose sur des choses qu'on apprenait beaucoup à l'école depuis le 19e siècle. C'est-à-dire, il y a la rhétorique, l'art oratoire. On sait que le baccalauréat a très longtemps été passé uniquement à l'oral, avant que l'écrit chasse l'oral.
Oui, c'est dû à ça, mais c'est dû aussi à la perception finalement de ces orateurs et de ces oratrices des mouvements du présent. Pour qu'ils soient entendus, pour que le discours ait une force, il faut qu'il soit entendu. Et par rapport au discours aujourd'hui, c'est aussi cette question-là qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les grands discours ? Oui, selon les événements et selon aussi l'actualité. Est-ce qu'ils sont entendus ? Ça, c'est une autre question. Le discours le plus proche de nous, qu'on a mis en avant, est celui de Jacinda Ardern, donc la première ministre néo-zélandaise de Nouvelle-Zélande. Et effectivement, c'est très loin par rapport à la France. Et pourtant, on l'a entendu, ce discours-là. C'est un discours qu'elle avait donné suite à des événements tragiques, donc des attentats, où elle avait fait un discours à l'Assemblée. Qui était un discours un discours de main tendue et un discours universaliste, humaniste, un très beau discours en fait, où elle disait tous les... Voilà, vivons avec les musulmans. Exactement, c'était suite à des attentats et elle disait qu'il ne fallait pas trouver une place pour donner le nom de l'assassin, du terroriste. Et c'est un discours qui a été diffusé dans le monde entier grâce à une chose, à peu près grâce au téléphone portable et aux réseaux sociaux. Et c'est aussi là où elle a parlé à sa nation, à son pays, mais finalement elle a parlé au monde. Et c'est aussi ça le XXIe siècle. C'est sans doute, les discours auront une place dans le monde entier, seront entendus dans le monde entier. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres discours, sans doute, qui vont arriver, qui vont être entendus ? On a connu depuis 2 ans un événement mondial partagé par tous. Il y a eu de nombreux discours sur les jours d'après en lien avec le Covid et la pandémie. Et donc, dans quelques années, sans doute, un discours sortira aussi de cette période-là, sera plus entendu, aura une place plus importante. Et c'est aussi le temps finalement qui va donner la place à ces discours. J'ai peur que l'encadré et maintenant sur le monde d'après donne à peu près le même résultat que l'encadré et maintenant malheureusement sur le racisme, etc. D'un tout petit mot ? Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement on est dans cette immédiateté, mais ce qui fait quand même la force d'un discours, c'est aussi la capacité d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un orateur à devenir un orateur. D'ailleurs, ils ne le sont pas d'emblée et certains n'avaient pas du tout d'expérience. Mais c'est... Quand on lit ce discours ou quand on l'entend, on est touché, on est saisi par les mots et par le message. Et par ce qu'il y a derrière les mots et derrière le message. Les mots sont des armes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces jeunes qui passent le grand oral, eux aussi, mais dans d'autres circonstances pour le baccalauréat, qui finalement en France vivent un peu plus l'oralité. Ce n'était pas le cas avant. Dans ma génération, ce n'était pas le cas du tout. Il fallait attendre l'université. Et donc aujourd'hui, peut-être que le fait de leur montrer que certains peuvent prendre la parole sans avoir été programmé pour ça, prévu pour ça. C'est ça la différence par rapport aux hommes politiques. On sent la grande professionnelle de la radio, parce que vous êtes aussi sur Radio France. Oui, mais j'ai tellement envie de donner... Mais non, parce que vous êtes en train de faire la transition. Vous êtes déjà en train de faire la transition, Aurélie. Merci, vous restez surtout avec nous, puisqu'on va justement parler des jeunes et de l'art du discours. Amal, merci beaucoup. Et c'est Marie-Olivier qui nous rejoint. C'est le sujet du cours particulier. Elle est bien faite, la vie. Le cours particulier de Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On a parlé de discours marquants, de grandes femmes, de grands hommes, mais bien s'exprimer à l'oral, eh bien ça s'apprend, ça se pratique. Tout à fait. Quand on est jeune. Exactement. Avez-vous entendu parler du film À voix haute qui a été diffusé en 2016 sur France 2 ? Oui. De Stéphane de Freitas. Tout à fait. Et qui a rapporté la merveilleuse expérience Eloquentia. Exactement. La version longue du film a même été nommée au César en 2018 et elle suit des jeunes de l'université de Saint-Denis qui se préparent au concours Eloquentia visant à élire le meilleur orateur du 93. On regarde. On va y arriver. On n'est pas loin du tout. Demain, la tête haute, je marcherai fier. Non, 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 c'est à chier. C'est nul, c'est parfaitement nul. Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire je vais me lever et puis je vais le faire. La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Avant, quand on voulait manifester son attachement à la liberté d'expression, on disait je suis Charlie. Maintenant, à partir de ce soir, je dirai aussi je suis Sonny. Alors là, évidemment, on ne voit pas un jeune qui parle, c'est Bertrand Perrier, l'avocat qui a beaucoup accompagné Eloquentia, qui est à la fois un concours de prise de parole en public, on le voit ici, mais pas seulement. Pas seulement. Eloquentia souhaite permettre à la jeunesse de s'exprimer librement et de gagner en confiance en soi par la parole. Pour cela, ils organisent certes des concours, mais aussi des parcours pédagogiques en milieu scolaire, de la 6e à la terminale. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? La pédagogie Porter sa voix d'Eloquentia s'appuie sur 5 piliers fondamentaux. D'abord, l'expression scénique, par le jeu, l'improvisation. Le but, c'est d'aller au-delà de sa timidité et de développer l'imagination.
Le deuxième, c'est la rhétorique classique dont vous parliez tout à l'heure, donc pour structurer le propos. Le slam et la poésie pour l'approche artistique et la créativité. La technique vocale et la respiration pour apprendre à gérer ses émotions et son stress. L'aspiration professionnelle et personnelle, là, c'est plus pour apprendre à s'exprimer dans diverses situations, comme par exemple les entretiens d'embauche. Extraordinaire. Et donc, à chaque fois, il y a des formateurs. Oui, il y a des formateurs à chaque fois, donc comme Bertrand Perrier, avocat, des artistes, des professionnels qui interviennent dans ces ateliers. Regardez plutôt cette classe de 5e à Villiers-le-Bel. Nouvelle. Golf. Jack. Géant. Géant, super. Vas-y, continue. Garçon. Gênant. 1, 2, 3. Gouttière. Non, vous êtes tous gagnants. Et les conseils, c'est bien parce que, par exemple, moi, je suis pas timide, mais par exemple, avant, Mewen, elle était timide. Maintenant, elle commence à parler un peu. On a découvert toutes les faces cachées. Pour revenir, donc ça c'est vraiment la partie, c'est le travail de fond qui est accompli dans les établissements scolaires. Ce concours qui est quand même très emblématique, les élèves ou les étudiants, ils font aussi ce genre d'exercice pour se préparer ? Oui, ils y sont préparés, ils sont accompagnés pendant 60 heures. Puis le concours se déroule sous forme de joutes oratoires avec toutes sortes d'expressions possibles. Donc ça peut être de la poésie, du slam, des discours, du rap. Le vainqueur est désigné meilleur orateur du département et il gagne des bourses pour financer une partie de ses études. Et après, il y a la finale désormais internationale. L'apothéose internationale, car les programmes Eloquentia sont présents dans plusieurs villes de France, mais aussi en Belgique et en Algérie. C'est un concours qui est hautement symbolique puisqu'il rassemble plus de 1000 participants à la Philharmonie de Paris ou l'année dernière, il y a 2 ans, au Studio 104 de la Maison de la Radio, avec des invités et des jurés tels que Kerry James, Laila Bekti, Edouard Baird, Grand Corps Malade ou Omar Sy. Et le grand gagnant se voit décerner le prix du meilleur orateur francophone. Merci beaucoup Marie. Aurélie ou Jean, ou les deux rapidement, mais quand même, si quelques gestes qui sauvent, admettons, vous écrivez dans l'intro du livre, je vais la retrouver, comme eux peut-être, donc elles et eux, c'est les personnes qui s'expriment dans vos discours, peut-être faites-vous le rêve d'un autre monde porté par vos convictions face au combat d'aujourd'hui. Alors admettons que Marie, elle a plein de convictions comme ça, elle a besoin de 3 conseils. C'est quoi les gestes qui sauvent pour faire un discours qui va marquer ? Je pense qu'il faut d'abord être habité par un souffle. Être convaincu par ce qu'on porte comme message. Et ça, après, le reste vient tout seul. J'ai envie de dire, il suffit de regarder la génération climat. Ces jeunes gens, ils montent, ils prennent la parole. On les voit et on n'a jamais vu autant de jeunes prendre la parole. Et ils ont une capacité à le faire parce qu'ils sont habités par tout ce qu'ils portent. En fait, c'est une sorte de cri d'alarme ou de sauvegarde aussi de la planète et de sa propre vie. Jean, en 30 secondes, un autre conseil pour, alors, donc, une fois que je suis habité et que j'ai le souffle, la feuille est blanche, par où je commence ? Eh ben, il faut juste oser écrire, oser poser les mots et effectivement et prendre le temps de se relire. Je pense que c'est aussi ça l'importance dans l'art de parler, c'est aussi prendre le temps de se relire. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, vous le signaliez, toutes les sources des discours sont accessibles via des flashcodes à la fin de l'ouvrage. On peut aussi lire des livres, voir des films. Il y a ce film sur Georges VI. Le discours d'un roi. Le discours d'un roi. Magnifique. Et c'est vrai qu'on a donné aussi. Ça encourage, parce que lui, il n'a pas envie de parler, il n'a pas trop envie d'être là, il est bègue. Et pourtant, il fait un discours magnifique. Voilà. Donc, oser et puis savoir convaincre. Et on arrive à galvaniser les foules. La force des discours, 20 prises de parole de femmes et d'hommes qui ont marqué l'histoire, c'est chez Gallimard Jeunesse. Vous oubliez Jeunesse, pas parce que c'est pas bien Gallimard Jeunesse, mais parce que je peux vous dire que même pas jeune, moi par exemple, c'est passionnant, c'est extrêmement bien fait. Il y a des chronologies, des encadrés, de la bande dessinée, vraiment chapeau bas et longue vie et belle vie à ce livre. Et puis on va retrouver aussi les grands discours sur la plateforme d'Arte et utiliser ça aussi dans les salles de classe. Ça peut servir énormément. Marie, merci. Aurélie, Jean, merci beaucoup. Merci aussi évidemment à toute l'équipe de La Quotidienne. Marine Plantec, assistée par Agathe Delannoy, au maquillage Laure Audemont et en régie au son Saïd Mamou et à la réalisation Kenny Dellenbach. Vous restez évidemment sur School TV et puis vous nous retrouvez nous aussi en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.